Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu du 15 mai 2022, heureux à nouveau de vous savoir, nombreux à regarder ce programme, mesdames, messieurs. Nous allons grandement parler d'une zone aujourd'hui qui fait évidemment l'objet de plusieurs articles de presse, mais surtout d'un conflit. Un conflit avec le port autonome de Douala. Vous le savez, l'infrastructure portuaire, du moins la société portuaire, a décidé de construire une barrière de sécurisation de ces infrastructures. Depuis des zones occupées par des populations, que ce soit à Essengue, mais désormais à Youpo également, sont donc concernés. Et du coup, on parle de déguerpissement. De leur côté, les habitants ne sont pas tout à fait d'accord. Pour ces habitants-là, les pouvoirs publics ont pris des engagements qu'il faut respecter. Pour comprendre réellement ce qu'il en est du point de vue des habitants, nous avons fait venir ici ce dimanche en studio une des personnalités, des habitants qui évidemment vit dans cette zone et qui est au cœur de ce conflit-là. Avec ces éclairages, on espère pouvoir mieux comprendre la problématique et qui sait peut-être davantage faire ou alors expliquer au pouvoir public aussi les enjeux du point de vue de ces habitants-là. Le pasteur Patrice Métoté est donc dans ce studio. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci de m'inviter à ce plateau et j'espère qu'on aura une bonne émission. Disons que c'est tout le mal qu'on nous souhaite, qu'on se souhaite, si vous le voulez bien. Tout le bien, vous voulez dire. Bon. Cela dit, l'émission également permet de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Et vous le savez, il y a eu fatalement cet accident d'avion, ce crash qui a emporté 9 employés d'une compagnie de la place, Codco, pour ne pas la citer. Nos équipes ont fait une descente. Pardon. Quelques heures après le crash au cœur de l'entreprise, on verra ce qu'il en est. On aura également la réaction de quelques enseignants dans le cadre évidemment de ce mouvement de grève dont le mot d'ordre est crée morte. Les enseignants ont réagi à la suite de la sortie du ministre de l'administration territoriale qui invite les gouverneurs et les autorités à davantage mettre l'accent sur ceux qui appellent à la grève. Et on reviendra également sur 2 ou 3 autres éléments. Mais d'abord, pasteur Métoté, vous allez essayer de nous dire, ça fait combien de temps vous vous êtes installé à Youpo? Je suis à Youpo précisément depuis 24 ans. 24 ans. Avant même d'arriver à Youpo, j'ai habité à Bonapuiso pendant près de 10 ans. Donc c'est une zone que je connais très bien. D'accord, que vous avez vu évoluer. Oui, je l'ai vu évoluer même quand j'étais au lycée Jos. Déjà, à l'époque, quand on venait à l'hôtel de l'air, parce que j'avais des amis à côté, on voyait déjà Youpo. Depuis l'hôtel de l'air, on voyait une vaste étendue d'eau et on voyait quand même des gens, on sentait que c'était un village de pêcheurs quand même, on le savait déjà. Une vaste étendue d'eau, ça veut dire que la zone n'était pas encore occupée. Oui, elle était vide, c'est-à-dire qu'à partir de l'hôtel de l'air, juste un peu derrière l'hôtel de l'air, vous voyez de l'eau, partout, vous voyez de l'eau. Vous voyez des gens patauger, des pirogues au loin, des gens pêchaient déjà. C'était une zone vivable. N'oublions pas qu'on est quand même à Douala. C'était une zone... il faut dire qu'elle était déjà vide, ça il faut le dire. C'était de l'eau. C'était de l'eau. Voilà. Et à partir de quel moment donc vous commencez à sentir que les premiers habitants, les premières personnes occupent l'espace? Il faut dire que dès pratiquement fin des années 70, parce que quand je parle du lycée Jos, c'est fin 70 pour moi, donc vers ces années, la fin des années 70, moi je vois déjà des gens entrer à Youpo. C'est vrai qu'ils pataugent. La route est difficile, ils pataugent. Et puis les gens commencent à remblayer. Donc ça se voit, tous les jours ça change. Tous les mois ça change, tous les ans ça change. Et lorsque moi je pars et que je reviens habiter dans le quartier, ça grandit devant moi, quoi. Ça grandit devant moi. Donc lorsque moi j'habite à l'époque à l'hôtel de l'air, quelqu'un vient me chercher et me dit, écoute, toi tu as Douala, tu payes des loyers des centaines de mille. Mais écoute, viens voir quelque chose là à côté. Moi, je n'étais jamais descendu à Youpo en tant qu'adulte. Quelqu'un qui a des intérêts. Je suis allé à Youpo et découvrir une ville, dans la ville. Et je dois dire qu'aussitôt qu'on m'a fait la proposition, là, tout de suite, je me suis engagé. Le lendemain, j'ai sorti le chèque. Donc, il y avait des maisons partout. Partout, c'était une ville.
Je vous dis, j'arrive dans Ayoub et je m'installe en 99. Ayoub, c'est déjà une ville. Et on vous dira qu'il n'y a plus de terrain. Les gens vous diront, est-ce que trouvez du terrain à Ayoub? Il n'y avait plus d'espace, tout était déjà pris. Et à l'époque, le terrain, je veux dire, le mètre carré, pas forcément combien vous l'avez acheté, mais il était estimé à 500 000. À vrai dire, je n'avais pas consulté la mercurière. Vous savez, mercurière, c'est du gré à gré, un peu. Oui, c'est-à-dire que... C'est la tête du client et du vendeur. Oui, moi j'ai trouvé quelqu'un qui avait besoin d'argent, qui avait beaucoup de terrain, quelqu'un qui avait déjà un des pionniers, n'est-ce pas, du quartier, qui avait conçu la première école, M. Api, qui avait conçu la première école à Youpé parce qu'il n'y en avait pas. Donc il avait beaucoup d'espace et c'était un bon monsieur sérieux, n'est-ce pas, une élite, hein, vraiment de Youpé, qui m'a dit, écoute mon fils, bon, je serais heureux que tu prennes cet espace et puis ça s'est passé sans problème. Justement, on dit que Youpé, c'est désormais une ville. Je veux dire, quelle catégorie d'habitants trouve-t-on là-bas, peut-être sur le plan social? C'est quel genre de citoyen? C'est la haute classe, c'est la moyenne, c'est quel type de citoyen? Youpé, c'est un mélange. C'est-à-dire que si vous avez, je vous parle de Youpé d'aujourd'hui, c'est un mélange. Vous avez toutes les catégories. Vous avez des gens qui viennent tout droit du village, qui habitent un peu, je vous dis, la périphérie de Youpé, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus proches de l'eau, qui se cherchent, comme on dit, qui construisent des petits baraquements, ainsi de suite. Vous avez la moyenne classe, vous avez des patrons d'entreprise à Youpé. Vous avez des milliardaires à Youpé. Vous avez des élus à Youpé, vous avez des enseignants d'université, vous avez des hommes d'affaires à Youpé. Moi, mes amis, c'est des gens sérieux à Youpé. Et nous avons beaucoup d'étrangers à Youpé. C'est une des rares communautés à Douala, vous trouvez pratiquement toute l'Afrique réunie. Vous avez, ces derniers temps alors, il y a une arrivée massive des populations du Nosso. Donc Youpé, en 5 ans, j'ai envie de vous dire, a gagné 30% de population venant du Nosso. Nosso, nord, sud-ouest. Donc c'est un vrai bouillon de culture à Youpé. Ça me rappelle un peu mon enfance, où il y avait tout le monde, on parlait la langue de chacun, on ne cherchait pas à savoir qui était de telle ou telle région. Moi, je parlais la langue maternelle de mon ami, qui venait, qui me saluait dans ma langue, ainsi de suite. C'est un peu ça, Youpé. Donc, une ville désormais cosmopolite. Quelles sont les activités, le commerce, l'administration? Y a-t-il des bâtiments administratifs là-bas? Je veux dire, peut-être des mairies ou alors des centres d'état civil et autres? Oui, vous avez un centre d'état civil à Youpé. Déjà, dès que vous entrez, vous avez une grande base à la communauté urbaine qui est juste à gauche de l'entrée. Il y a un centre d'état civil là-bas. La fourrière que vous connaissez, la fameuse fourrière de Douala, pratiquement son QG, c'est à Youpé. Vous avez une gendarmerie toute neuve, une des meilleures de la République. Quand vous voyez le bâtiment, vous pensez que c'est une légion de gendarmerie. Ce n'est qu'une brigade. C'est une des meilleures brigades, n'est-ce pas, du Cameroun. Vous avez une nouvelle chefferie de 3e brigade à Youpé. Donc, il n'y en a jamais eu. À l'époque, on a eu des relais administratifs. On en a eu un, M. Dikoumé, on a eu Soso. Et puis, actuellement, on a un chef de 3e degré qui est M. Samuel Bébé. Et la mairie, plutôt la chefferie, fait un peu office de mairie, un peu office de sous-préfecture. Parce que la plupart des dossiers qui remontent, comme on dit de l'autre côté là, commencent par la chefferie. Et puis, si le temps le permet, dans le cadre, n'est-ce pas, de notre émission, on verra que l'État a prévu, n'est-ce pas, de doter Youpé d'un nombre d'infrastructures sur le plan administratif, sécuritaire, sur le plan des loisirs. C'est ce que nous attendons, justement, de l'État. Évidemment que c'est une zone qui s'est surtout fait connaître, qui se fait démarquer par la vente du poisson. Ah oui, alors une zone là, importante de pêche. Là, je ne vous le fais pas dire, parce que le poisson qu'on mange à Yaoundé vient pratiquement de Youpé. C'est-à-dire Youpé, c'est le cœur du poisson au Cameroun. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a un grand projet de plusieurs milliards, une espèce de, ça s'appelle un débarcadère, n'est-ce pas, qui sera, dit-on, le plus grand port de pêche, le débarcadère d'Afrique centrale. Donc c'est un projet japonais qui est en cours, hein, tous les jours ça change. C'est un projet hyper moderne qui va intégrer les pêcheurs qui sont déjà là et puis d'autres commerces. Bon, je ne vous parle pas des... Il s'agit des aménagements du coin. Oui, des aménagements, ça c'est clair et net. Donc c'est un projet intégré, n'est-ce pas, qui a déjà tenu en compte l'existant, c'est-à-dire les commerçants qui sont là, de toute nature. Hein. Il y a même déjà un couloir qui est ouvert pour enregistrer une espèce de pré-enregistrement, parce que la répartition sera juste. Donc on tiendra compte de ceux qui sont installés, qui ont déjà une activité commerciale, ils seront
prioritaire dans la répartition de l'espace dans ce projet-là. Alors, il y a beaucoup d'écoles. Alors, je vous parle d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles. Il faut dire qu'à Youpé, les écoles privées ont précédé l'établissement public. Donc, l'État a finalement donné une école à Youpé, une des meilleures aussi, hein, sur la place, une très bonne école publique. Vous avez des écoles bilingues de renom à Youpé. Vous avez un projet d'université en construction à Youpé. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de... Université privée. De balèze, oui, privé. Absolument. Et c'est environ combien d'âmes? Je veux dire, si on essaie de faire une estimation de la population. Avec dit, vous me posez une question difficile. J'aurais aimé que les responsables de l'administration nous disent. C'est vrai que les chiffres... C'est difficile parce que chaque jour, ça change. Hein? Chaque jour, ça change. Nous avons fait une étude dans le cadre de ce projet-là, ce conflit portuaire. Il y a un temps où on dialoguait un peu avec le port pour essayer de discuter. Donc, nous avons fait une étude où... nous voyons des fiches sur lesquelles vous trouviez 30 personnes dans une maison, hein, des gens que je connais. Donc, si vous faisiez une moyenne à Youpé, je vous dirais qu'une moyenne à Youpé, c'est 10 personnes par maison. Vous voyez? Alors, je suis sûr qu'à la fin de cette émission, je vais trouver que le nombre de mes voisins a augmenté, parce qu'il y a des gens qui viennent tous les jours de la zone du Nord-Ouest. Donc, je peux estimer personnellement, connaissant moi, la population de mon village, quand je regarde, j'estime Youpé à plus de 30 000 âmes. 30 000? Oui. De toute façon, je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Moi, je suis à Youpé. Et si vous comptez, si vous faites le cumul de l'activité humaine au quotidien, si vous comptez ceux qui, à partir de 1h du matin, entrent et sortent à Youpé, des véhicules qui entrent, qui viennent chercher du poisson, qui sortent, ainsi de suite, toute la journée, je vous dis que la zone de chalandise à Youpé, c'est au moins 100 000 habitants par jour. C'est aussi l'un des points de départ vers Manoka, l'île. Absolument. C'est un port, Youpé, en fait. C'est un port. Donc, si vous ajoutez Manoka, Youpé, 24 heures sur 24, l'activité de pêche des Nigérians, des Ghanéens, des Maliens, de tout le monde, pensez que notre belle Youpé n'est promise qu'à un avenir économique meilleur. Voilà. Cela dit, à partir de quel moment, ou alors avant peut-être de rentrer dans cette phase-là, parce qu'il fallait d'abord faire un état des lieux, je pense que j'ai compris le premier reportage de l'émission, je l'ai dit, c'est également des reportages. On va commencer par cette triste nouvelle, le crash d'un avion d'une compagnie, du moins, qui transportait les personnels d'une compagnie privée, Codco. Nos équipes ont fait un tour dans l'infrastructure de la société, quelques heures seulement après la disparition de ses employés. Suivez plutôt. Entrée Codco, ce matin du 12 mai 10h15. Pas de place pour se garer sur le parking. Occupé par les véhicules des employés, nous souffle une petite voix discrète. Quand nous prenons le portillon qui mène au bureau, un arrêt obligatoire nous a imposé à la guérite de l'entreprise, où pas moins de 4 vigiles nous reçoivent. Présentation faite et l'objet de notre visite déclinée, il nous a demandé d'attendre les personnes habilitées à nous donner des informations sur le drame qui a frappé cette entreprise ce 11 mai, où 11 personnes ont perdu la vie à bord d'un aéronef. Et donc, pendant que nous attendons, les vigiles, une femme et 3 hommes, échangent sur ce qui s'est passé et le caractère inimaginable de cet événement. Dans son téléphone, la dame présente des images de sa galerie. Là, on reconnaît un collègue. Là, on s'apitoie sur le sort de ses enfants, de son épouse. Et dans ces échanges empreints de tristesse et de désolation, un nom revient sans cesse, Rudolf. Question, il était aussi dans l'avion là? Réponse, oui, sa femme était même ici ce matin. Autre question, mais est-ce qu'il était encore ici à Douala? Réponse, non, on l'avait envoyé ailleurs depuis. Intervient une 5e personne vêtue d'une combinaison orange, peut-être un chauffeur. Et celui-ci d'affirmer, j'ai toujours dit que je préfère prendre la route avec la voiture. Les avions, à nos démidés, ajoute-t-il en pidgin, une langue locale pour exprimer son désamour d'avec les avions. Ensuite arrive une délégation de 5 personnes, 4 femmes, habillées négligemment et visiblement éprouvées. Le seul homme du groupe fait savoir aux vigiles qu'ils sont des proches de Rudolf. Badge et cache-nez leur seront donnés, puis invitation à passer la porte qui mène au bureau. Moins de 2 minutes plus tard, une femme d'âge mûr, accompagnée d'un jeune homme, arrive.
d'autres proches de Rudolf. Le processus sera le même que pour la première délégation. Arrivent enfin 2 employés de la structure, Ferdinand Ngoa et une dame. Ils nous font savoir qu'il est impossible de filmer, mais que l'entreprise, la Cameroon Oil Transportation Company, a émis un communiqué de presse. Signé de Xavier Folk, le directeur général, le communiqué fait savoir au public qu'à la suite du constat de disparition de cet aéronef dans l'après-midi du 11 mai, des moyens aériens et terrestres ont été déployés avec le concours des autorités pour sa recherche. L'aéronef a été localisé dans la zone forestière de l'arrondissement de Bibé, dans la Haute-Sanaga, région du Centre. Le communiqué signé à 9h ce 12 mai poursuit. Des moyens terrestres font actuellement route vers le site de localisation pour porter secours à ses occupants. On rappelle, l'avion a décollé de l'aéroport de Yaoundé-Simalène à 12h44 le 11 mai pour la station de pompage numéro 2 à Domta, dans la région du Nord. Il transportait 9 passagers et 2 membres de l'équipage. Selon le ministère des Transports, les boîtes noires de cet aéronef ont été retrouvées et puis elles sont désormais ces boîtes entre les mains des enquêteurs qui diront davantage qui s'est réellement passé. Peut-être une réaction de votre part au regard de cette actualité. Écoutez, ça me rappelle un autre triste souvenir. Vous vous rappelez le crash Manga Pongo, c'était au mois de mai aussi. Absolument. Et c'est difficile. Vous savez, chaque fois que j'entends un accident d'avion, je sens la douleur des gens qui sont dans l'avion parce que vous sentez que c'est fini pour vous. Vous sentez, sans vous surprendre pas, mais quand ça déclenche, vous sentez que là, c'est fini pour vous. Je suppose que certains, avant le crash même, ont déjà rendu l'âme de l'autre côté. C'est vraiment triste. Je ne peux que souhaiter mes condoléances à la famille éprouvée et encourager l'entreprise Cotco qui mène une activité quand même assez dangereuse et risquée. Donc, je demande aussi aux Camerounais de, comme on dit chez nous, Asia, la vie continue. Voilà. Il faut rappeler que l'entreprise a effectivement donné une conférence de presse à cet effet pour davantage expliquer à l'opinion sa position et puis quelques autres éléments autour de cette actualité. Alors, revenons à ce qui nous concerne pour l'objet de cette émission. Dis-nous, à partir de quel moment vous commencez à, je ne veux pas dire avoir des craintes, mais vous êtes informé de ce que le port de Douala va récupérer ou alors va aménager cet espace pour sa sécurisation. Donc, en fait, le nom du port surgit un peu plus tard. D'accord. Parce que la genèse de cette affaire commence avec le projet Sawa Beach. En fait, c'est de Sawa Beach qu'il est question. Donc, Sawa Beach naît, je crois, en 2002. À l'époque, c'est une brillante idée du colonel Etondé, qui est délégué à la communauté urbaine de Douala. Délégué du gouvernement. Voilà, délégué du gouvernement. Et qui a conscience que Douala, qui est quand même la porte du Cameroun, ne jouit pas d'infrastructures modernes. Et que c'est une honte, n'est-ce pas, d'arriver à Douala et à peine on entre dans la ville, on voit ce qui n'est pas visible ailleurs. Donc, il conçoit donc ce projet de nommer Sawa Beach, qu'il va présenter à Yaoundé à la présidence, je crois que c'est en 2002 là. Il va présenter à la présidence, il y a toute une équipe, il y a le gratin, n'est-ce pas, des experts de l'administration. Il va faire cette présentation et bon, ça va être validé. Il y a une commission qui est mise en place, je crois qu'il y a 2 gros volumes dans un premier temps qui vont sortir et puis bon, la machine démarre. Donc 2003, les choses commencent à se mettre en place. Bon, sauf que effectivement, un tel projet demande financement. Et je crois qu'à l'époque, le Cameroun est dans une situation financière pas très brillante parce que les bailleurs de fonds, on a un peu le pistolet sur la table, à rigueur budgétaire, un certain nombre de choses. Et puis, il va falloir attendre, n'est-ce pas, ce fameux point d'achèvement là dont on a parlé pendant longtemps. Initiative, PPT, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez rien faire sans avoir atteint cet optimum économique. Donc, lorsque on atteint l'initiative PPTE, bon, on se réjouit, on se dit, bon, forcément, on pense qu'il y aura des décaissements, l'argent viendra de partout. Donc, je crois que le colonel et les promoteurs du projet se disent que, bon, peut-être que le temps vient. Sauf que, malheureusement, l'État a d'autres priorités.
Et à un moment donné, Sawa Beach va un peu se refroidir. Et puis bon, malheureusement, vous connaissez ce qui arrive au colonel un peu plus tard, parce que le cerveau n'est plus là. Et puis on a l'impression que le projet est même mort. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Le temps passe, le temps passe. Déjà à Youpé, quand le nom Sawa Beach sort, tout le monde panique parce que c'est clair qu'on va raser tout le monde. C'est ce qu'on dit. On va raser tout le monde. Youpé est totalement concerné. Oui, on dit qu'on va raser Youpé. C'est ce qu'on dit. Bon, sauf que Sawa Beach, heureusement, c'est quand même l'État du Cameroun. Et lorsqu'on parle de Sawa Beach, il y a quand même un existant sur le site. C'est-à-dire qu'il y a une population qui est là, une population qui vient de quelque part. Et la population de Youpé, une population déplacée qui vient, n'est-ce pas, de là où il y avait à l'époque l'hôtel des Cocotiers, toute cette zone là derrière, on l'appelle encore, je crois, c'est la vallée de Besseke. Donc le port, on commence à mentionner le port parce que le port aussi a des besoins d'extension. Le port aussi a un besoin de compétitivité sur le plan international parce que nous dit-on, les gens préfèrent aller ailleurs et laisser Douala qui a pourtant tout le potentiel. Donc l'État aussi, le port, pardon, parallèlement va faire une demande d'extension de son domaine. Donc là, je dis plusieurs choses qui vont ensemble. Ça veut dire qu'avant, le port n'était pas, ou du moins Youpé n'était pas concerné directement par le port. C'était dans le projet Sawa Beach. Le port lui-même est concerné par Sawa Beach. D'accord. Il faut bien comprendre ça. Absolument. Je pense que je dirais les différentes composantes de ce projet pour comprendre que le port lui-même, le port en réalité n'a pas un avantage sur les autres. L'avantage du port, c'est qu'en tant qu'autorité portuaire, il a un regard sur tout ce qui a un rapport avec la mer, la façade maritime. Donc vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas planter un clou au bord de l'eau sans que le port... Donc c'est un peu ce statut qui lui confère ce privilège-là. Donc le port fait sa demande, n'est-ce pas, au président de la République de l'époque, et il y a une équipe sérieuse qui travaille sur le projet. Je crois que c'est M. Gagnon, l'ancien DG, le premier, qui va piloter le dossier avec des cadres compétents. Le dossier va arriver chez le président. On va leur accorder un premier décret 75 de 335 hectares. Bon, 2 ans plus tard, on estime que ce n'est pas assez. Donc, il y aura un nouveau décret de 1977. C'est un décret qui nous a, un peu donné des mots de tête. Parce que sur le décret, il n'y a pas de superficie, mais il y a des données géostationnaires. Il y a des repères, des coordonnées, n'est-ce pas, géostationnaires. C'est-à-dire, vous voyez une centaine de coordonnées, de bornes qu'il faut placer, mais on n'a pas de superficie. Alors, pendant ce temps, on a l'impression que ça habite bord, à cause de ce que je viens de vous expliquer, mais le port, lui, il avance, n'est-ce pas? Il a son besoin d'extension, il avance, il place ses pions, il place ses pions, il place ses pions doucement, et puis, boum, ça ressurgit. Maintenant, c'est le port qui vient, et qui nous annonce qu'il veut sécuriser son domaine. Et je crois que c'était en 2007, il y a une forte délégation de ministres qui arrive, 2017, qui arrive, je crois qu'il y avait 4 ministres qui arrivent. À l'époque, c'était le délégué, le docteur Tonnet qui était là. Donc tout le monde était là, Youpi était là. Alors il vient nous annoncer publiquement que voilà, il y a un décret, n'est-ce pas, qui donne le terrain de Youpé, voilà, préparez-vous à partir. Bon, je dois reconnaître que nous, ce qui nous a intrigué ce jour-là, c'est que les différents intervenants qui se sont prononcés n'ont pas donné la même superficie. Pendant le ce speech. jour-là, oui, pendant le speech. Il y a un premier, je ne veux pas nommer, mais il y a un premier qui dit, voilà, nous avons 850 hectares. Un deuxième qui va venir. Premier, c'était que le ministre des Domaines. Pardon? Premier, c'était que le ministre des Domaines. Non, je ne veux pas citer. De toute façon, ils se reconnaîtront. Mais le public a aussi besoin de savoir. Oui, de toute façon, le ministre des Domaines, lui, il est venu faire un discours beaucoup plus protocolaire. D'accord. Bon, je crois qu'il y a le délégué, le DG du port lui-même, je crois. Alors, le deuxième, peut-être, je pense qu'il a senti qu'il fallait corriger, et qui dit, bon, environ 1000 hectares. Bon, 1000 hectares. Alors, donc, le port arrive
après cette réunion-là, il est question de procéder à la restitution du domaine, c'est-à-dire qu'il faut implanter les bornes. Donc le port va donc descendre avec ses équipes, ils vont placer les bornes qui prennent pratiquement tout Youpé et puis qui traversent même la route de l'aéroport, qui va de l'autre côté de Bonapriso. Vous voyez donc en fait, le domaine portuaire selon ces bornes prend le côté de Youpé et puis une partie de l'autre côté de Bonapriso. Vers le bois des singes. Non, là, c'est plus loin. Là, c'est autre chose. D'accord. Alors, évidemment, nous, on se sent inquiets parce que désormais, à Youpé, on se promène, on voit les bornes qui sont là. Et on s'organise donc. On dit non, nous ne sommes pas contre l'extension du port. Il faut que ce soit clair. On n'a jamais été contre l'extension du port. C'est une nécessité vitale. Si le port ne s'étend pas, il va disparaître. C'est clair et net. Nous avons dit non. Nous avons l'impression que les bornes, l'implantation des bornes n'est pas juste. Donc nous voulons être sûrs que les 1000 hectares environ, n'est-ce pas, que vous annoncez correspondent effectivement aux bornes que vous avez implantées. Donc vous comprenez là du coup, on nous traite un peu de têtus, ben, vous voulez contester, c'est quand même l'administration. Dites, écoutez, nous avons le droit de faire une contre-expertise parce que dans nos recherches aussi, nous avons des cartes qui prouvent que vous ne devez pas être à cet endroit. Nous avons rencontré des anciens cadres du port chevronné qui étaient les pionniers même de ce décret-là, qui a été validé par le président, signé par le décret, et qui nous ont dit, certains se sont engagés, publiquement, qui étaient témoins, qui ont dit non, les limites du port ne vont pas là-bas, voilà, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là, que le port ne doit pas arriver là où il est. Vous voyez. Donc, c'est là donc où la bataille de ces 5 dernières années, ça commence, le port dit qu'il va venir placer sa barrière, il commence à passer sa barrière. Et lorsqu'il arrive à Youpé, bon, il y a malheureusement des premiers affrontements, des choses comme ça, des discussions, arrêt de travaux, petites réunions chez le sous-préfet, à la chaufferie, chez le préfet. On dit non, on n'est pas contre l'extension du domaine, mais nous voulons nous assurer que vous avez mis exactement les bornes où il faut les mettre. Et que les bornes que vous avez mises correspondent exactement à la superficie que vous dites. N'est-ce pas légitime comme demande? Sauf qu'en face, c'était un peu comme un dialogue de sourds. Donc ces derniers temps, ces derniers mois, c'était vraiment, on disait à la population que vous ne vouliez pas, on va le faire. Vous n'avez rien à faire, on va casser. Bon, pour ceux qui connaissent Sawa Beach, il faut dire que nous sommes restés sereins. Parce que nous savions que même si on ne mentionne pas Sawa Beach, c'est de ça qu'il est question. Avant peut-être de revenir sur Sawa Beach, selon vous, quelle est la motivation du port à ne pas vous reconnaître ce besoin d'identification de l'espace? Ils vous disent illégitimes, illégaux dans cet espace, ils estiment que vous n'avez pas droit d'en parler? Oui, le préfet lui-même nous l'a dit. Le préfet nous a dit, mais écoutez, parce qu'on lui a demandé une contre-expertise. Parce que nous avons des éléments, des cartes même, issues du port, qui nous montrent où sont les limites du domaine et puis les différents ports dont je vous parle. Est-ce que vous-même qui êtes là, vous avez des titres fonciers, vous avez... Là, c'est un autre problème. Monsieur Dipita, les titres fonciers, quelques-uns ont des titres fonciers. Parce que même dans le projet Sabus, quand on voyait les différents pôles, le domaine public portuaire, le domaine national, le domaine... vous pouvez faire partie de quel domaine? Pardon? Vous pouvez faire partie de quel domaine? C'est l'espace privé, c'est le domaine public, c'est le domaine national? Vous savez, en termes fonciers, le terrain change de statut. Absolument. C'est-à-dire que si vous partez de l'eau, vous partez du bord de l'eau, on dit c'est un domaine public. Une fois que vous avez remblayé, vous avez mis en valeur, automatiquement ça change de statut. Ça devient un domaine national, ça veut dire que ça peut être immatriculé. Sauf s'il y a... En fait, ce que je voulais interroger quand même, c'était votre légitimité, votre légalité à vous opposer au port et aux autorités. Alors, notre légalité, c'est que les populations ont été déplacées. D'accord. C'est l'État qui installe les populations là où elles sont aujourd'hui. Et il y a des papiers qui ont été attribués. Elles sont déplacées d'où? De Besseke. Ok, d'accord. Oui, j'ai envie de dire Youpé 1 et puis Youpé 2. Donc, je vous ai parlé de la première extension,
volonté d'étendre l'activité portuaire, donc on déplace les gens de Besséké, on les envoie à Youpé. Et même le port va aider même à remblayer une partie de Youpé. Vous voyez. Donc au moment où on envoie les populations là-bas avec des papiers signés par l'autorité quand même, mention à titre définitif. Ce sont des documents quand même qui ont été brandis. Vous voyez. Donc à ce titre-là, nous avons une légitimité à partir du moment où même Sawa Beach va reconnaître ses légitimités. Vous voyez. Donc Sawa Beach reconnaît ses légitimités et c'est à ce titre-là que nous disons non, nous ne sommes pas contre. Mais nous avons des éléments qui disent que nous avons l'impression que vous avez dépassé. D'autant plus que des cadres de la maison affirment, ceux qui sont en retraite, ceux qui sont en activité, très actifs, que non, clair, ils connaissent cela par cœur. Vous voyez. Et maintenant, quand le préfet, on lui demande, écoutez, monsieur le préfet. On va peut-être revenir sur les échanges aussi dans une phase de l'émission. Je vous suggère peut-être de faire le deuxième stop pour qu'on prenne notre reportage. On va reparler de ce rebondissement, si on peut le dire ainsi, dans la gestion de la grève des enseignants. Le MINAT a appelé là, demandant au gouverneur d'identifier et éventuellement d'interpeller ceux-là qui maintiennent le mot d'ordre de grève. Et derrière, ceux-ci ont réagi. Suivez dans ce reportage. Les mouvements On a trop supporté OTS et On a trop attendu OTA sont légitimes et légaux. C'est la réponse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, en abrégé SECA, au ministre de l'administration territoriale. En effet, dans une correspondance adressée au gouverneur des régions, Paul Atanganji leur demande de procéder à l'identification et à l'interpellation des signataires de tracts demandant aux enseignants de poursuivre la grève. Le mouvement OTS est légitime dans ce sens qu'il a soulevé les problèmes connus par tous les enseignants du Cameroun, de la maternelle au secondaire. Je dis bien tous les enseignants. Il n'y a aucun enseignant qui fait exception à cela. Et ce mouvement est par conséquent légitime. En termes de légalité, ce mouvement également est légal. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement légal, monsieur? Un mouvement légal, c'est un mouvement qui agit conformément à la loi. Et OTS a agi conformément à la loi. Dans la note ministérielle signée le 6 mai 2022, on apprend qu'un groupe d'enseignants a été arrêté. Ils ont été surpris dans une réunion avec des responsables de partis politiques et d'ONG. Les échanges portaient sur des projets politiques à caractère insurrectionnel. Mais monsieur le ministre de l'administration territoriale, nous sommes ici au 21e siècle. Nous ne sommes plus à la période coloniale. Ces méthodes-là sont purement coloniales, monsieur. C'est colonial, ça. Alors, eh bien, si vous avez attrapé des représentants d'OTS et OTA avec les partis politiques et que vous êtes en train de les exploiter en ce moment, c'est bien, c'est une très bonne chose. Le peuple camerounais et le monde entier attend les résultats de ces exploitations-là. Et concernant le règlement progressif des revendications des enseignants, il n'en est rien. Le paiement de la dette n'a été réglé qu'en partie, moins d'1% précisément. Vous dites qu'on a résolu les problèmes des enseignants au mois de mars et d'avril. Je vous rappelle, monsieur, que le gouvernement a dit qu'il a payé 1,6 milliard au mois de mars. 1,6 milliard sur 181 milliards déclarés par le même gouvernement. Cela représente 0,08%. Le SECA maintient, tant que les requêtes des enseignants ne seront pas traitées, la grève se poursuit. Entre autres, le paiement de la dette, l'automatisation des actes de carrière et la mise sur pied du statut spécial de l'enseignant. Voilà qui est dit. Retour donc sur la problématique que nous, évidemment, déroulons ce dimanche. Je comprends en fait les enjeux du déguerpissement éventuel des populations de Youpé, notamment la sécurisation du port de Douala. Alors nous en étions, ou alors nous voulions revenir sur le parallèle avec le projet Sawa Beach. Oui, alors je disais que nous avions la légitimité de demander une contre-expertise, n'est-ce pas, pour... c'est légitime d'ailleurs. Je pense que tout le monde ferait la même chose. Hein. Les commissions, tout le temps,
des problèmes fonciers, il y a toujours des contre-expertises. Alors pourquoi est-ce que les populations ne demanderaient pas une contre-expertise sur la base du fait qu'elles aient des éléments apparemment contraires? Donc le préfet a estimé que, bon, si ce sont les géomètres de l'État, les topographes de l'État qui l'ont fait, c'était suffisant. Il a dit, monsieur le préfet, s'il vous plaît. Bon, je dis, vous dites tout le temps, vous avez la légitimité. La question était de savoir, mais qu'est-ce qui vous la donne, cette légitimité? Alors, je veux dire, la légitimité, c'est le fait que l'État, n'est-ce pas, ayant déplacé des populations, les a recasées quelque part à titre définitif, premièrement. Et que, je suis obligé de parler de Sawa Beach, et que lorsque Sawa Beach arrive, tout cet existant donné par l'État, l'État demande à Sawa Beach de tenir compte de l'existant et donne un statut à cet existant-là. Alors c'est pour ça que, fort de cette légitimité, nous voulons défendre ce que l'État nous a donné. Est-ce que pour des raisons d'utilité publique aujourd'hui, si le même État ne peut pas vous dire, chers habitants, écoutez, on a besoin de cet espace? Monsieur Dipita, justement, le statut donné à Youpé, je n'ai pas envie de prononcer ce mot, hein, n'est-ce pas, qui est devenu comme un mantra. Peut-être je parlerai de ça plus tard. Ce statut-là, l'État lui reconnaît justement une utilité publique. Parce que la loi définit qu'est-ce que l'utilité publique. À tel point qu'il y a des DUP, s'il faut parler des DUP, il y a des DUP qui n'aboutissent pas parce que les promoteurs, les demandeurs n'ont pas démontré le caractère d'utilité publique, vous voyez, de ce projet-là. D'abord, en ce qui concerne Youp, il y a eu des événements similaires où des DUP ont été bloqués, on a postponé, on a dit non, ça n'a pas marché, c'est pas validé, on vous donne encore un an si vous n'êtes pas capable, vous voyez. Donc l'État est quand même le garant d'une certaine équité. D'accord. Alors, lorsque l'État trouve des populations bien installées, fait des études d'impact, n'est-ce pas, décide qu'on va attribuer à ces populations-là un statut d'utilité publique. Donc c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire la zone d'aménagement, je lâche le mot, concerté qu'on donne à UP, a un statut d'utilité publique parce qu'il y a des écoles. Je veux dire, UP est véritablement déclaré zone d'aménagement concerté. Absolument. D'accord. Donc je pourrais développer ça un peu rapidement s'il faut parler proprement de Sawa Beach. Hein? Donc vous voyez, donc j'étais en train de vous dire que le port se réveille à un moment donné pensant que Sawa Beach est peut-être en train de dormir. Et voilà, patatla, la communauté urbaine, qui est un acteur majeur de Sawa Beach, aussi, n'est-ce pas, rentre dans le stade. Et il y a quelques semaines, il y a eu un partenariat signé entre la CED et le PAD, n'est-ce pas, pour créer une société de projet pour engager effectivement Sawa Beach. Bon, maintenant, on pourrait interpréter l'utilité, n'est-ce pas, d'un tel accord. Il faudrait bien le comprendre. Donc Sawa Beach en lui-même, c'est une composante qui a 8 pôles, 8 projets. Donc, il faut comprendre que tous les projets se valent dans Sawa Beach. Il n'y a pas un projet qui a une primauté sur l'autre. Il y a 8 pôles, et c'est le gouvernement qui décide. Il y a 8 projets sur 8 sites bien différents. Donc moi, je vous parle, tout le monde connaît où sont situés les 7 sites, les 8 sites. Tout le monde connaît la superficie. Alors, dans Sawa Beach, il y a le port lui-même, n'est-ce pas, qui a une plateforme logistique de 250 hectares. Vous comprenez? Il fait partie intégrante de Sawa Beach. 250 hectares. Il y a la CED, qui est intéressée par... qui a sa réserve foncière, n'est-ce pas? De grosses réserves foncières, je crois que c'est un peu plus de 200 hectares. Il y a la CED qui a une superficie qui est quelque chose d'utilité publique pour la ville, qui veut construire une usine d'assainissement des eaux. On en a besoin à Douala. Et le site est connu aussi. Il y a une composante qu'on appelle le pôle multipolaire. Et ça, c'est même, je dirais, la justification essentielle de Sawa Beach. Parce que lorsque la communauté urbaine, qui est quand même l'acteur majeur de cette affaire, présente les conditions générales et la justification de ce projet, il est dit, je voulais dire à l'introduction, qu'il n'est pas normal que le Cameroun, qui est quand même un grand pays, comparativement à d'autres pays africains, ne puisse pas avoir, dans une ville comme Douala, un centre d'affaires digne de ce nom. C'est ça même le cœur de Sawa Beach.
Donc vous comprenez que là, quand on parle de centre d'affaires, on parle de projet immobilier. Un ensemble de... Vous voyez un peu, vous voyez une petite ville hyper moderne, des centres d'affaires, logements, hôtels, centres de loisirs, salles de conférences, universités et tout ça. Donc, c'est ça le cœur de Sawa Beach. Donc, là aussi, on connaît le site. On connaît la superficie, c'est 127 hectares. Et juste adossé à ce site, on a Youpé, qui est la zone d'aménagement concerté, c'est 58 hectares. On connaît le site Youpé déjà en place. Alors, pourquoi on attribue à Youpé ce statut? Parce que non seulement c'est des populations déplacées, à titre difficile, qui sont là, reconnues, les investissements ont été reconnus d'utilité publique, mais en plus, le fait qu'il faille construire une cité ultramoderne, un centre d'affaires juste à côté, il n'est pas normal que derrière le centre d'affaires, il y a une espèce de bidonville. On se dit, bon, comme il n'est pas question de déplacer les populations, il faut les intégrer dans ce processus de modernisation. Donc on va un peu upgrade, n'est-ce pas, une mise à jour de Youpé. Donc on va dire, l'existant qui est là, on va faire un aménagement concerté. Il y a d'ailleurs une loi qui existe à l'Assemblée nationale concernant les zones d'aménagement concerté. Et je crois que j'ai essayé de chercher dans tout le Cameroun. La seule zone d'aménagement concerté au Cameroun, juste à preuve du contraire, c'est Youpé. Et je pense que là, c'est une chance, n'est-ce pas, pour l'État d'expérimenter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la plupart de nos villes sont confrontées à une réalité, c'est qu'il y a un existant, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont investi, des gens qui sont là, qui n'ont pas de logement, il y a des écoles, des hôpitaux, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Est-ce qu'il faut tout le temps les raser? Non. D'où l'esprit de la loi. Il faut voir dans quelle mesure un existant peut être récupéré et l'aménager de manière concertée, quitte à fixer un cahier de charges que les populations doivent respecter. Donc c'est ça le cas de Youpé. Et dans tous les projets de développement urbain de la communauté Douala, on a toujours parlé de l'ASAC. Ils ont parlé de l'ASAC, que ce soit même leur dernier plan stratégique qui date de 2009, on parle de l'ASAC, sans citer Youpé. Alors si vous entendez l'ASAC au Cameroun, sachez que c'est de Youpé qu'il est question, parce que, juste rappel du contraire, c'est un modèle de développement qu'il faut absolument expérimenter dans notre pays. Et si Youpé est un succès, vous comprenez qu'on peut dupliquer, surtout avec la décentralisation. Je pense que ce serait un modèle absolument qu'il faut encourager et expérimenter. Donc, Youpé est connu avec ce statut-là. Ensuite, il y a un autre site qui est la plateforme de développement logistique aéroportuaire. Vous voyez, tout est aligné. Vous voyez, depuis le port jusqu'à l'aéroport, tous ces axes, ce sont des projets structurants. Vous voyez, ils sont là. Vous avez donc la plateforme aéroportuaire de 179 hectares qui a aussi donné un visage vraiment moderne, n'est-ce pas, de notre aéronautique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent un taxiway qui sera prévu de l'aéroport qui va longer jusqu'à Bonandio en passant par le pôle multifonctionnel. Vous voyez, vraiment, c'est une vision d'hypermodernité. Et ensuite, après la plateforme aéroportuaire, il y a adossé derrière, comment ils ont appelé ça, une zone résidentielle à New Dindé. Donc c'est dans la zone du Bois des Singes, de, je crois, 61 hectares. On va aussi construire des logements. Et là-bas, on veut que des gens nantis, là je les cite, on veut que des nantis aillent s'installer là-bas et qu'à la périphérie, on puisse recaser ce qu'on va déguerpir du Bois des Singes et ce qu'on aurait déguerpi de Sengue. C'est-à-dire qu'il était même prévu, malheureusement, c'est une analyse personnelle, c'est-à-dire que si tout s'était passé dans le temps, je pense que certaines populations identifiées de Sengue auraient été recasées dans cette zone résidentielle de New Dindé. Donc vous voyez, ces différents pôles sont connus, c'est écrit. Alors lorsque le port arrive, notre défense n'est que ça. On dit, écoutez, tout ce qu'on veut, c'est de respecter ce qui est écrit. Vous voyez un peu, c'est ça notre logique. D'accord. Et peut-être avant de parler de l'accord, ce qui s'est passé avec la communauté urbaine, si vous voulez, la mairie et le PAD,
nous avons été heureux parce que moi, quand j'ai vu le dépliant, qui est la mise à jour, on n'a rien enlevé sur tout ce que l'État a recommandé depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous voyez le caractère cohérent de l'État. Alors, je dis qu'il faut souvent distinguer entre l'État et des individus. Les individus peuvent commettre des erreurs. Les individus peuvent peut-être induire l'État en erreur, mais l'État reste cohérent. Et dans ce projet, l'État est cohérent de bout en bout. C'est pour ça que je dis que nous sommes sereins. Maintenant, ce que nous voulons comprendre, c'est que dans cet accord de la mairie et du port, déjà, ils ont parlé de la phase 1. La phase 1, après avoir créé la société de projet qu'ils ont décidé de créer, la phase 1 concerne donc le pôle multifonctionnel. Donc la priorité de la phase 1, c'est rapidement ce côté de modernité, donc ce grand projet immobilier. Alors évidemment, les gens se posent des questions à UP. Ah, maintenant c'est la communauté. Ah, vraiment, c'est ça, biche. Alors nous sommes entre le Mathieu et l'enclume. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est le port. Est-ce que le port continue avec sa barrière? Vous voyez un peu, c'est ça le débat aujourd'hui. Mais moi, personnellement, quand je lis ce qui a été écrit et décidé, je dis aux gens qu'il faut être serein, tout simplement. Donc la phase 1 va commencer. La phase 2, c'est qui? La phase 2, c'est certainement UP. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, la phase de UP a déjà commencé. C'est-à-dire que ce que l'État a promis de nous donner depuis le début, l'État a commencé à nous donner. Il y a une rue pavée. Tout ce que je vous dis est écrit noir sur blanc dans les différents rapports, n'est-ce pas, que l'État a financé à coups de milliards. C'est écrit noir et blanc. Donc, vous arrivez à UP, la rue pavée, la voirie, l'éclairage, la gendarmerie, le débarcadère, et puis nous attendons, l'État nous a promis d'autres choses. Les infrastructures sanitaires, l'État nous a donné un CES. Donc, vous comprenez que dans cette euphorie-là, n'est-ce pas, à un moment donné, bon, on a dépensé tellement d'énergie qu'on a même oublié de sécuriser un espace pour le CS. Donc, nous avons un CS que l'État nous a donné qui est dans les tiroirs. Donc, je ne peux pas comprendre que l'État continue dans sa lancée, dans son projet. On dit en même temps qu'on va arrêter ça. D'accord. Avant peut-être de revenir donc sur les différentes tractations, comment ça s'est passé avec les acteurs sur le terrain, les négociations, ce que c'est quoi, ce que c'est bloc. On va prendre le troisième reportage, mais on reste dans le milieu de l'éducation pour essayer d'apprécier l'incidence, l'impact de ce mouvement de grève sur l'enseignement dans le secteur public. C'est dans ce reportage. La grève des enseignants à travers le mouvement On a trop supporté OTS a fortement perturbé le programme scolaire cette année. Nous avons enregistré un retard sur le processus enseignement-apprentissage. Ce qui fait que maintenant nous devons, n'est-ce pas, choisir, nous devons, n'est-ce pas, mettre sur pied un certain nombre de stratégies pour, n'est-ce pas, faire les exercices des séances de remédiation. Bon, nos évaluations ne peuvent pas être objectives, quel que soit le cas. Parce que nous allons nous soumettre, mais n'importe comment, ça a perdu beaucoup de temps. Et rattraper le temps, ce n'est pas facile. Exemple de conséquences pour les enseignants, ils ne peuvent pas couvrir le programme. Déjà. Bon, et les enfants ne seront pas formés de manière intégrante, de manière générale. Pour tenter de pallier à cette situation, les enseignants proposent quelques stratégies. Nous citerons entre autres comme stratégie, n'est-ce pas, la multiplication des exercices d'application en fonction, n'est-ce pas, des difficultés des uns et des autres, n'est-ce pas, la sensibilisation des parents pour le suivi, parce que le suivi ne se fait pas seulement à l'école, le suivi se fait aussi au niveau des parents. Parce qu'une fois les apprenants à la maison, il faut qu'ils soient, n'est-ce pas, suivis. Le travail doit être continuel. C'est-à-dire ce qui se fait à l'école doit être suivi au niveau de la maison. À la veille du début des examens officiels, ces enseignants espèrent également que les parents pourront leur permettre de donner cours à leurs enfants le week-end, en l'occurrence le samedi. Reparlons donc de UPE et la suite de ce qui s'y déroule. Alors, Patrice Métoté, vous êtes donc face à ces difficultés et vous entamez
les négociations, il y a des séances de travail qui s'organisent. Est-ce que vous pouvez nous en donner des détails? Comment est-ce que vous êtes contacté, vous êtes convoqué aux réunions, par qui? Est-ce formel? Quelle est l'identité, quel est le titre qu'on vous donne, propriétaire, habitant simplement, pour savoir quelle est l'approche que l'autorité a vis-à-vis de ceux qui occupent le UPR aujourd'hui? Permettez-moi, excusez-moi de rompre un peu le protocole. Je voudrais dire un mot sur ce qui se passe. Bien sûr, ça fait partie également de... Je profite de l'occasion, parce que j'ai entendu anciennement dire, pour pallier, bon, nous avons décidé, ainsi de suite. Moi, je m'affirme qu'à Lieberman, qui a eu l'idée, parce qu'un matin, une jeune fille est venue cogner au portail, en tenue de classe, en disant, bon, moi, je suis à la maison, je vous vois sortir ici tous les matins. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me donner des copies de vos cours? Vous voyez. Et ma fille a eu l'idée de créer avec ses camarades, n'est-ce pas, une plateforme dénommée Les élèves de Lieberman partagent leurs cours. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en ligne. Et je vous assure, il y a des enfants des Bolova, du sud, du nord, qui s'intéressent à cela. Donc, comme on ne pouvait pas prendre tous les élèves, toutes les classes, donc c'est les élèves de première et de terminale, donc ils prennent la peine de recopier leurs cours proprement et de les mettre à la disposition de tous ces enfants-là. Donc, c'est aussi une contribution, n'est-ce pas? Les élèves aussi généreux ont apporté leur contribution, partagé leurs cours. Donc, les parents demandent aux enfants d'aller un peu chercher. La plateforme, elle a une adresse? Ça s'appelle comment? Ils appellent ça les élèves de Lieberman partagent leurs cours. Je crois qu'ils ont fait ça sur WhatsApp, une application dans le cloud. Hein. D'accord. Donc, voilà. Alors maintenant, pour revenir à votre question, évidemment, au départ, lorsqu'on dit des populations UP, en réalité, nous sommes quand même dépendants d'une autorité traditionnelle, bien sûr, qui est le canton Bel. Absolument. Donc, depuis le début, le canton a défendu aussi bien Sengue, vous le savez, que Yupé. Ça n'a pas été facile. À un moment donné, nous, les populations UP, nous avons décidé de donner un coup de main, c'est-à-dire un peu un lobbying de manière parallèle. Nous avons essayé, nous aussi, de rencontrer les gens. On nous disait, mais vous êtes qui? Vous n'avez pas de statut. Mais on faisait des mémos qu'on déposait au port, on envoyait à Yaoundé, un peu partout. Et puis petit à petit, pendant que le canton Bel vraiment faisait la pression, faisait le travail dans les réunions, n'est-ce pas, officielles, les gens nous recevaient aussi et nous écoutaient et nous demandaient de faire des propositions. Hein? Moi, je m'appelle, un jour, on m'a appelé à 14h, 14h30 du port, je le dis ici. On m'a dit, écoutez, monsieur Métoté, écoutez, qu'est-ce que vous voulez à UP? Le DG demande, qu'est-ce que vous voulez à UP? Est-ce que vous pouvez, en 15 minutes, écoutez-moi ça, apporter un résumé de ce que vous voulez à UP? J'ai dit, mais écoutez, monsieur le directeur, vous me donnez 15 minutes, vous ne savez pas où je suis. Donnez-moi 45 minutes. Évidemment, nous avons déjà déposé des mémos et tout là-bas. Alors, je suis entré dans ma machine, j'ai un petit résumé, j'ai couru, je suis à quelques minutes de raisonnement. J'ai dit, bon, voilà le résumé de ce que... Donc, vous voyez, donc, il y a une voie officielle par le canton, et puis il y avait ce lobbying-là, c'est une autre façon aussi de... C'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé, de gauche à droite, à nous donner certains documents, entre guillemets, confidentiels. Parce que petit à petit, les gens ont commencé à nous prendre au sérieux. Et nous avons toujours souhaité rencontrer tous les administrateurs qui sont arrivés, y compris les responsables dans les services privés, pour leur dire, écoutez, on vous a coté un dossier, donnez-nous 15 minutes pour qu'on vous explique un peu. Vous savez, les gens sont très occupés. Quelqu'un comme le préfet, le sous-préfet, ces gens très occupés. Ils arrivent, ils trouvent des montants de dossiers. Au lendemain, on leur dit de faire une réunion. Alors nous nous sommes dit, mais il faut les aider, essayer de les situer dans le contexte, pour que lorsqu'ils vont se prononcer, qu'ils aient quand même une base, hein, savoir de quoi ils parlent. Donc dans un premier temps, on ne nous a pas pris au sérieux. Et puis, plus la température montait, plus on a commencé à inviter les populations de UP par le biais de la chefferie. Donc ces derniers temps, il faut dire que les gens sont venus vers nous par des messages portés, nous invitant à la sous-préfecture, à la préfecture, vous voyez, et nous avons même initié des demandes. Le gouverneur nous a reçus. Nous sommes ces sujets dans la ville. On lui a présenté nos doléances et puis c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à nous prendre au sérieux. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle des populations de UP, nous avons un statut. On nous écoute.
Monsieur Dipita. D'accord, mais je veux dire, dans les réunions, comment ça se passe? Vous êtes assis, vous faites vos plaidoyers, l'administration elle prend des notes ou elle réagit, en quoi est-ce que cela consiste? On prend des notes, nous prenons des notes. Qui sont d'abord les acteurs? L'administration, la préfecture, le port? Ça a toujours été une espèce de tripartite, c'est-à-dire l'administration, le port et les populations. Ça a toujours été comme ça. Administration, port, population, ça a toujours été comme ça. Même lorsqu'il fallait qu'ils bouclent leur dossier des DUP, il y a eu des réunions qui ont DUP, déclaration d'utilité publique. Oui, parce qu'à un moment donné, il fallait boucler, il fallait justifier, mais ça s'est souvent très mal passé. Ça n'a jamais abouti, parce qu'il y en a qui venaient un peu avec une pression, il y a des violences de part et d'autre. C'était une situation quand même tendue. Donc maintenant, on s'assied, on fait des rapports, nous faisons des procès-verbaux que nous envoyons, ainsi de suite. Toutes les réunions que nous faisons des procès-verbaux. Donc nous sommes aussi organisés en commission, et c'est un travail sérieux que nous faisons. Donc régulièrement, nous faisons des feedbacks, nous demandons, nous faisons aussi du lobbying. Les gens partout, dans toutes les administrations compétentes, les gens savent ce qui se passe à UP. Donc nous tenons à ce que tout ce qui se passe à UP soit connu. Par exemple, il n'est pas normal que les autorités portuaires arrivent à UP et que le sous-préfet ne soit pas informé. Ça s'est produit plusieurs fois. Bon, ça, c'était pas bon. Donc, nous, quand il y a réunion, nous demandons, bon, écoutez, vous êtes venus ici, présentez-vous, par exemple. Nous, on se présente, voilà notre statut, présentez-vous. Parfois, des gens disent, on n'a pas besoin de nous présenter, vous êtes qui pour nous demander ça? On dit, mais écoutez, on est en réunion. Hein, chacun se présente, je suis de telle administration, je suis. Bon, des gens viennent un peu en conquérant pour dire vous n'avez rien à dire ici. Parfois, ça s'est très mal passé. Donc voilà, nos discussions sont plus équilibrées aujourd'hui. Parfois aussi, il faut dire, il y a des réunions où on a sélectionné des personnes. Hein? Parfois, on envoie un message posté, on dit 5 personnes. On veut uniquement les 5 personnes. Bon, parfois, il y a des fuites. 5 personnes, et puis c'est peut-être tout le quartier qui arrive. Donc, vous voyez, c'est un peu ça la situation. Mais pour résumer, je dois dire que c'est plus équilibré aujourd'hui. Rien ne se fait aujourd'hui sans que UP soit inclus. D'ailleurs, pour revenir à Sawabich, dans tous les pôles que je viens de vous citer, il y a ce qu'ils ont appelé les participants au renforcement des capacités institutionnelles. Et dans chaque pôle, il y a des participants qui ont été désignés. Dans le pôle de la ZAC, qui sont concernés par le A du début, c'est la zone d'aménagement concerté. Je vous parle de UP, excusez-moi. Quand je dis la ZAC, je parle du statut. Oui. En fait, vous disiez là. La ZAC. Fait, oui. Non, ZAC, je maîtrisais un peu, mais voilà, c'est l'article qui venait devant. Voilà, la zone d'aménagement concerté. Donc, les participants au renforcement des capacités au niveau de UP, pour faire simple, ils sont connus. Il y a la CED, il y a le MINDU, il y a les représentants des populations. C'est écrit. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire concernant UP sans qu'il y ait des représentants des populations. Il est même prévu, puisque c'est question de renforcement des capacités, il est prévu que les représentants des populations identifiées bénéficient aussi, n'est-ce pas, d'une certaine upgrade. Mais l'enjeu pour le port notamment n'est pas de récupérer tout UP. Il y a une zone précise qui est pour la sécurisation quand même de son espace. Oui, absolument. C'est en train de se faire. Et les populations de cet espace sont convaincues et sont d'accord qu'elles n'ont pas à être là. Alors, avant que la communauté ne revienne, la mairie ne revienne, nous étions où? Nous étions à un niveau où le port devait poser sa barrière. Le port avait déjà fait un certain nombre de concessions. Parce qu'il faut le dire, il y avait 3 sites. Le port avait fait un certain nombre de concessions. Le port a renoncé à un premier site. Il a renoncé à un deuxième site. Il a décidé qu'au lieu de prendre tout le quartier, il va prendre un côté du quartier. Sur le 3e site? Oui, c'est-à-dire, donc, il y a 3 sites. Oui, je veux dire que les 2 premiers sites ont été... Le port nous dit 3 fois de suite que voilà, nous avons fait des concessions compte tenu. Si vous avez suivi les déclarations du ministre des Transports parlant de UP, il a été clair. C'est-à-dire que UP, on ne touche pas. Mais là où la barrière passera après concession, il y aura des répissements. Ouais. Alors, la question, donc, c'était que les populations, après que le port ait renoncé sur 2 sites, ont estimé que là, c'était vraiment un plaidoyer. Il faut dire que là, on a dit merci, vous avez compris, vous avez commencé à reculer. S'il vous plaît, la petite bande que vous voulez prendre là,
il y a des écoles, je vous dis, une petite bande d'à peine 4 hectares. Le port a même repris ce chiffre-là, 4 hectares, ils l'ont dit. Donc, si vous lisez même le communiqué, je crois, de la direction de la communication dans Cameroun Tribune, oui, bon, il dit ça, c'est-à-dire que c'est une bande. Bon, on dit, mais écoutez, pardon. On a même fait une proposition, on est descendu sur le site. On a essayé de dire, pardon, évitez les maisons, c'est une petite bande de rien du tout. Toutes ces écoles, les meilleures, les plus grandes écoles sont là-bas, regardez, est-ce que vous pouvez éviter? Bon, le port a temporisé. Et à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'ils vont nous écouter. Nous avons fait une doléance auprès du gouverneur, on lui a expliqué. Et puis, à un moment donné, on dit, oh non, non, ils ne sont pas d'accord, ils reviennent. Après, on a encore temporisé. On se dit, peut-être qu'ils vont reculer. Donc, ces derniers temps, on était dans ça. Après, hop, c'est encore une menace. Non, non, ils ne sont plus d'accord. Ils passent, ils prennent tout le côté. Après, ils ont temporisé. Et puis, subitement, donc, il y a cette réunion à la communauté urbaine qui, pour nous, est un tournant. C'est un signature de partenariat. Oui, oui. En fait, c'est tournant, pourquoi ça remet en cause? Oui, parce que sur le plan, moi, je fais une analyse purement technique. Parce que, technique, vous êtes quelle spécialité? Non, quand je dis technique, c'est-à-dire sur la base des documents. D'accord. Hein? Des documents, des cartes du projet Sawabit. C'est-à-dire que la barrière du port qui arrive et qui coupe la ZAC en deux, c'est pas normal. Parce qu'on ne touche pas la ZAC. Vous comprenez? Or, l'autorité principale de la ZAC, c'est la communauté urbaine. Okay, ouais. Vous voyez? Alors, c'est la communauté urbaine. Donc, en fait, je dis, c'est pour ça que nous voulons voir le contenu de cet accord. Sinon, nous allons interpréter les choses. Et moi, mon interprétation, je pense qu'elle est claire, au vu du dossier. C'est que la communauté urbaine a certainement l'intention d'incorporer ce domaine-là, que ça devienne un domaine privé pour la communauté urbaine. Parce qu'en réalité, ce sont des projets, c'est quand même la communauté urbaine qui a l'autorité sur le plan d'occupation des sols. Absolument. On ne peut rien faire, c'est l'autorité urbaine, c'est la mairie qui décide, même si c'est le bord de l'eau. Hein? Tant que c'est le domaine national, c'est le sol, la mairie a son mot à dire. Donc vous comprenez. Donc j'estime que cette barrière qui vient couper la ZAC, dans un premier temps qui avalait la ZAC, dans un deuxième temps, je peux faire des youp pour que vous compreniez, pour que les gens nous comprennent. Donc cette barrière, dans un premier temps qui avalait youp, dans un deuxième temps concession, coupe en deux, on estime que non. Vous ne pouvez pas toucher à la ZAC, vous n'avez pas le droit de toucher à la ZAC parce que son statut est connu et c'est clair. Même le maire le sait, parce que c'est lui le maître d'œuvre de la ZAC. On dit passer derrière. Donc, si la mairie entre en jeu, elle doit reprendre son autorité sur la ZAC. Elle doit reprendre son autorité. Vous dites que la mairie, à la réalité, elle vous vient en appui. Oui, moi, c'est ce que j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire. Mais la mairie voudrait exploiter plus tard cet espace. Vous n'avez pas peur de quitter du conflit d'un maître à un autre? Non, la mairie n'exploitera pas. Ce que la mairie doit faire, ce qu'on a demandé à la mairie de faire, c'est qu'elle-même poursuivre l'aménagement. Voilà. Selon la loi qui a été votée, selon les plans de développement stratégique de la ville de Douala, c'est clair et net. C'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire c'est un aménagement concerté, n'est-ce pas? Et nous attendons ça. Vivement, nous attendons. Je dis, monsieur le maire, venez, nous vous attendons. Invitez-nous. Nous voulons travailler avec vous. Parce que nous pensons que c'est une occasion de moderniser un peu notre quartier. D'accord. C'est important. Et si vous allez voir que tout a été tracé. Les routes sont tracées. Vous avez l'axe principal pavé. Vous avez, à chaque entrée, on a fait une espèce de peut-être 10 mètres, 5-10 mètres de pavé en attente. Parce que ça doit continuer. Vous pensez qu'on a fait ça pour qui? D'accord. On revient pour poursuivre, certainement pour achever cette émission. D'abord, cet autre reportage, il faut le savoir, la délégation régionale pour le littoral du ministère du Commerce a saisi cette semaine 9 tonnes, pas moins, de ciment vendu à des prix non conformes. Une vente illicite donc qui a suscité d'autres ventes, cette fois-là par les agents du commerce, du ministère du Commerce qui ont saisi ces tonnes-là à des prix conformes. Cela dit, la question du ciment pose donc un problème sérieux, tout au moins en termes de disponibilité. D'aucuns accusent les grossistes ou les revendeurs de créer des pénuries sur le marché afin de faire augmenter les prix. Suivez plutôt ce reportage.
Cement has now become the current commodity in Cameroon to experience a price hike. A bag of 50 kilograms of cement that normally will sell between 4,500 francs CFA and 5,000 francs CFA now sells between 6,500 francs CFA and 7,000 francs CFA. According to this consumer, Maurice, this increase in the price of cement in the local market can be linked to a commercial politics by vendors of this commodity who make them unavailable and scarce in the local markets to later sell at an increased rate. For me, this price increase is a commercial politics because we can't find cement in the market. But cement is being sold behind closed doors. When you ask vendors with cement to sell, they say they are not selling, but they go and stock them somewhere and later on call you and propose to sell a bag at 7,000 francs CFA if you are interested. In this case, you have no other option as you have work to do. Meanwhile, others are still yet to understand the chemistry behind this price increase and scarcity, considering that Cameroon has 3 cement producers. However, some vendors use the current Russian-Ukraine crisis to justify this unpleasant situation, a situation which does not sit well with the consumers. Finally, we don't know what tune to dance to, because before the price hike was linked to the Russian-Ukraine war. And to the best of my knowledge, cement is manufactured in Cameroon. We have about 3 companies producing cement. I don't know if the production material from cement comes from Cameroon or Ukraine. As a consumer working on a building site, I have stopped work because a bag of cement now sells at 7,000 francs CFA or sometimes 7,500 francs CFA. We are hoping the government looks deep into this situation. Caught in the middle of this dilemma, the consumers have their eyes fixed on the government to check up on this state of affairs for a plausible solution. On entame la dernière ligne droite de cette émission pour certainement ressortir. Nous sommes avec Patrice Métoté, il est habitant de la zone de Youpoué. Évidemment, nous essayons de comprendre exactement, du point de vue des habitants, ce qu'il est, j'ai failli dire du conflit ou alors de cette problématique en termes de déguerpissement, d'occupation par les autorités du port autonome de Douala dans le cadre de la sécurisation de l'espace portuaire et l'entrée en jeu désormais de la ville de Douala à travers cette convention de partenariat pour ce qui concerne la zone de Youpoué. Alors, aujourd'hui, où en êtes-vous? Et selon vous, quelle peut être la suite de cette histoire? Alors, la suite, à mon avis, elle est déjà toute lâchée. D'accord. Je viens de voir ce reportage. Quand on voyait le coût de construction aujourd'hui et qu'on rase une maison, c'est quelque chose d'incroyable. Pour construire une maison aujourd'hui, les gens ont conçu des maisons 10, 15, 20, 25 ans avec le coût du matériel aujourd'hui. Raser une maison, comment faire pour reconstruire sa maison avec les conditions économiques qu'on connaît aujourd'hui? Et nous voulons que, dans les démarches qui viennent, les gens tiennent compte de ce qu'ils vont appeler les EIS, c'est-à-dire que tout ce qui est étude sur l'impact environnemental et social. Il faut tenir compte de cela. Intégrer les populations qui sont là. Donc, on parle de phase 1 aujourd'hui, qui théoriquement, ça ne nous concerne pas. C'est le pas depuis le pas de son partenaire, la commune, bon, en attendant de voir le contenu des accords. Ça ne nous concerne pas. Mais nous ne voulons pas attendre. Nous ne voulons plus marcher à ce rythme. Ce que nous voulons, c'est que l'État qui a prévu, in fine, l'épurement des statuts fonciers. C'est-à-dire, il est écrit encore noir sur blanc dans Sawabish que les gens à Youpé doivent accéder à la propriété foncière. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'État qui l'a dit. Donc, vous voyez, quand vous parlez de le statut de Youpé, l'État connaît le statut qu'il a donné à Youpé.
Donc nous voulons vraiment être soulagés une fois pour toutes. Il avait été demandé au préfet de prendre un arrêté préfectoral pour sortir Youpé de cette zone. On l'a dit depuis, c'est écrit. On a demandé au gouvernement. Nous avons rappelé au préfet la dernière fois. Il a dit, écoutez, moi j'ai trouvé ça. OK, c'est clair. Il faut absolument qu'on sorte Youpé, que l'arrêté soit pris pour sortir Youpé. C'est-à-dire quoi? Borner cette zone. Qu'on borne Youpé. Parce que nous ne voulons pas que dans le bornage de 127 hectares du pôle multifonctionnel, qu'on empiète sur la zone d'aménagement concerté. Vous savez, si on empiète, ça peut déplacer Youpé. Ça va hypothéquer les phases 2, les phases 3, les phases 4. Mais nous comptons sur la bonne foi, n'est-ce pas, des autorités. D'ailleurs, je vous ai parlé des participants au renforcement des capacités. Les populations sont et devront être intégrées. Donc, la suite, c'est ça. Nous voulons rencontrer, nous ne savons pas finalement qui seront nos interlocuteurs, mais nous irons voir le maire. Parce que sur le plan technique, c'est lui que nous devons voir. Alors, est-ce que le port revient continuer sa barrière? Je n'en sais rien, mais ce serait un peu contradictoire. Donc la prochaine étape pour les populations de UP, c'est définitivement qu'on nous accorde le statut que l'État nous a promis. Nous voulons sortir de ce bourbier et accéder à la propriété foncière. Maintenant, nous sommes prêts à accompagner la mairie, parce que nous voulons que ce pôle multifonctionnel soit aussi une vitrine pour UP. C'est un privilège, monsieur le député. Hein? C'est tellement le plus bel endroit du Cameroun. C'est un privilège pour les populations de UP de dire que nous sommes voisins de ces gens-là. Il n'y aura qu'une voie qui va nous séparer. Donc nous ne pouvons être que des bons partenaires pour la suite de ce projet-là. Et avez-vous le sentiment que dans les démarches, les pouvoirs publics vont dans ce sens de vos attentes? C'est pour ça qu'il faut communiquer. Si vous ne communiquez pas avec les populations, il y aura des tensions. Mais une fois de plus encore, l'État a prévu cela. Et j'ose croire que, comme Sahabi se réveille, c'est tout le processus qui va se réveiller. Maintenant, quels seront nos rapports avec cette société de projet qui, en fait, va fonctionner sur le modèle PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Parce que d'où viendra l'argent? Le maire a invité les gens. Écoutez, si M. Dipita a des milliards à mettre, allez voir le maire. Parce qu'on a besoin de financer le pôle multifonctionnel. Vous comprenez? Donc, nous espérons que cette société n'aura pas un appétit capitaliste. Vous comprenez? Mais je crois que l'État a compris. L'État ayant donné à UP ce statut, ayant entendu les doléances de UP, l'État veillera à ce que le président a décidé pour nous, que cela nous soit accordé. Est-ce que vous dormez d'un sommeil tranquille? Véritablement, un sage, quelqu'un disait, vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Ceux qui connaissent la vérité, ils dorment tranquilles. Moi, je dors tranquille. Donc, je défendais la vérité parce que ce qui est écrit, il est écrit. Vous comprenez? Donc, personne n'a le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Je pense que même l'État peut être attaqué au tribunal administratif si des individus veulent violer ce que l'État a décidé. Et nous voulons simplement être de bons citoyens, des partenaires pour que vraiment que les grandes ambitions, les grandes réalisations, on a l'impression qu'on a du mal à décoller. Il y a quelque chose qui doit, excusez-moi le terme, qui doit un peu péter, vous comprenez? Pour ouvrir les vannes, on dit, ah tiens, si on a pu faire ça à Douala, on peut faire ça à Bafoussam, on peut faire ça à Garoua, on peut faire ça à Maroua. Donc vraiment, que ces gens-là comprennent que sans les populations, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent absolument rien faire. Moi, je suis serein. Maintenant, il y en a qui ne dorment pas parce qu'il faut dire, tous les jours, les gens en parlent. Alors nous, on passe le temps à rassurer les gens. Ce n'est pas facile, je vous assure. Ce n'est pas facile. Tous les jours, on vous pose des questions. De jour comme de nuit. Les gens vous appellent. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a des gens qui nous appellent de l'extrême nord, qui nous appellent même d'Europe partout. Qui ont des espaces là-bas? Oui, qui sont inquiets. Bon, il y a des gens qui vous appellent. Moi, je suis là-bas. Je suis vraiment, monsieur, qu'est-ce qu'on dit? Je dis, écoutez, monsieur, on est fatigué. S'il vous plaît, nous aurons une réunion d'explication. Venez. Oui, c'est très difficile pour nous. Nous voulons en sortir. Les enfants, comment faites pour calmer les enfants? Les enfants vont à l'école, on leur a dit qu'on va casser UP. Vous vous rendez compte? Hein? C'est terrible. Moi, je m'appelle, je suis allé à une réunion, c'était au début avec le préfet Nasri. Donc, j'avais posé une question. Je lui ai dit, monsieur le préfet, merci de nous accorder la parole. Vous savez,
En venant ici ce matin, ma fille m'a dit, papa, on dit qu'on va casser Youpé. Elle allait à l'école. Vous voyez, c'est une question que le préfet a repris. Ça l'a marqué. Le préfet a repris cette question et Cameroun Tribune, dans son reportage, a dit que vraiment, il y a des enfants. Il y a un enfant qui a dit, papa, est-ce qu'on va casser? Il y a beaucoup d'enfants à Youpé qui se lèvent le matin, papa, on va casser, papa, on va casser. Donc des traumatismes. Des traumatismes. Mais là où vous parlez de crainte, justement, je veux dire, quand on regarde ailleurs, il y a des espaces où l'État, avec son bras séculier, ses moyens, ils disent occupez, écoutez, ces populations, vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Aujourd'hui, c'est la fin, il faut partir de là. Non, l'État ne fera pas. Vous le dites avec une oui, il ne fera pas. Parce que j'ai confiance en ce que l'État a dit. Ce que l'État dit, ce que l'État a écrit, l'État, c'est quand même des gens qui ont travaillé, c'est des commissions, c'est des experts. L'État, c'est pour nous tous. Hein? Ce que l'État fait là, respecte la Constitution. L'État ne viole pas la Constitution. Les individus peuvent induire l'État en erreur, mais quand l'État se réveille, on parle de l'État qui a une mémoire d'éléphant. Quand l'État se réveille, il prend ses responsabilités et il sanctionne ceux qui l'ont induit en erreur, M. Dipita. Donc moi, je suis serein, comprenez? Et je veux que l'État comprenne que nous voulons accompagner. Nous voulons que cette ville, qui a une façade maritime, bon Dieu, mais qui n'en jouit pas. Nous avons visité des pays, tout petits pays. Il faut voir ce qu'ils ont fait de leur façade maritime. Oui, on a intégré aussi des populations. Vous avez des zones, on a complètement rasé parce que c'était des bidonvilles. Youpé n'est pas bidonville, le ministre l'a dit. Youpé, c'est une cité balnéaire. Donc, aidez-nous à construire, n'est-ce pas, cette cité. Et quand vous viendrez manger le poisson à Youpé, que vous passez toute la journée là-bas. Hein, parce que ce sera le meilleur endroit où on mange du poisson. Venez voir, lorsque le débarcadère sera inauguré, je peux vous assurer qu'il y aura un déplacement de port d'activité. Et le Cameroun sera honoré. C'est l'image du Cameroun qu'il est question. Mais les derniers contacts, les dernières rencontres, les derniers échanges que vous avez eus avec vos vis-à-vis, vers quelle voie se dirige-t-on? Les derniers contacts sont avec le port. D'accord. Au niveau de le désaccord sur la barrière, là, il fallait la mettre. C'est-à-dire qu'ils voulaient mettre la barrière et tout ce qui était dans la barrière, c'était terminé. Bon, maintenant, à l'intérieur, il y a des choses que le port ne dit pas, mais il y en a qui ont le A1, comme on dit chez nous, qui vont négocier avec le port et qui ont une concession et qui restent dans le port, qui payent, je crois, 1100 francs, n'est-ce pas, au mètre carré par an, et qui vont rester. Hein? C'est un dossier à certainement un cahier de charges. Bon, certains même à Youpé sont allés voir le port pour cela. Hein? Que bon, et les dossiers sont en cours, certains ont eu la concession. Hein? D'autres pas, peut-être qu'ils ne sont pas à la hauteur, le cahier de charges est quand même, il faut qu'il y ait une compatibilité avec l'activité portuaire, ainsi de suite. Donc, dernier contact, c'était la barrière, conflit. Ça a bloqué. Maintenant, nous sommes en attente. Mais nous voulons prendre l'initiative, aller vers le maire de la ville, parce que jusqu'à preuve du contraire, la dernière info sur le sujet, j'estime que si la réunion s'est passée à la mairie, dans les locaux de la commune, je suppose que c'est lui qui a initié cette réunion-là. Donc nous voulons rencontrer le maire, présenter notre doléance. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne peux pas lire n'est-ce pas, dans la boule de cristal, mais voilà un peu l'analyse que nous faisons sur la base des éléments objectifs que nous avons. On va prendre l'ultime reportage de l'émission, on va faire une virgule en sport, notamment le handball, pour dire qu'une compétition de club va se dérouler à Yaoundé. Reportage. Elles seront 4 à défendre les couleurs du Cameroun à la 38e édition du championnat africain des clubs champions de handball. 4 équipes toutes basées à Yaoundé, à savoir Fondation André Zico Fans, Dynamique de Bokito, Force Armée et Police Hommes et FAPDAM. Ce 10 mai, ces équipes se sont envolées pour Niamey au Niger afin de prendre part à la compétition qui s'étendra jusqu'au 19 mai prochain. Chez les hommes, le tournoi va se dérouler avec des poules. Ainsi, Force Armée et Police, qui se retrouvent dans la poule A, affrontera Al-Ali d'Égypte, Caïman du Congo, Don Bosco de la Côte d'Ivoire et Kirkos d'Éthiopie. Quant à Faz, logé dans la poule B, il devra se frotter à Zamalek, venu tout droit d'Égypte, KSK de la RDC, Kano Pillard du Nigeria, Flowers du Bénin et AS Niamey du Nigeria.
Chez les dames, tous les regards sont braqués sur Fab Dame, 3e lors de la dernière édition. Gonflées à bloc, les filles de Fab ont livré diverses séances d'entraînement et de confrontation avec des équipes comme TKS à Yaoundé. Et selon bébé Paul François, le directeur sportif de FAF, ces filles sont prêtes à croiser le fer avec Héritage de la RDC, DGSP du même pays, Petro d'Angola, Bandama de la Côte d'Ivoire et Dynamique de Bokito, l'autre équipe féminine camerounaise représentée dans cette compétition. On rappelle, le tournoi qui initialement devait se tenir du 8 au 17 avril a été renvoyé en mai en raison du mois de jeûne de Ramadan. Et donc, pendant les 9 prochains jours, chacun des 17 clubs venant de différentes parties du continent s'évertuera à engranger le plus grand nombre de points pour sortir vainqueur de ce tournoi. Évidemment que le club camerounais entend bien prendre la première marge du podium. Patrice Metoté, on sort pratiquement de l'émission. Peut-être un dernier mot à l'endroit des différents acteurs, les populations que vous êtes, évidemment. Il n'est pas question non plus d'appeler les gens à semer le trouble, mais de continuer ce dialogue, cette négociation, afin de trouver de façon cordiale, coordonnée, un terrain d'entente avec les autres. Un message peut-être à tous les acteurs. Oui, je voudrais déjà dire merci au chef de l'État, ça il faut le dire, parce que ce projet est son aval. Absolument. Et il veille à ce que ce qui a été décidé soit réalisé. Donc, je fais confiance au chef de l'État et je suppose que c'est un de ces projets, n'est-ce pas, de grande réalisation qui malheureusement a un peu tardé, pour des raisons parfois économiques. Je dis au port que nous souhaitons son expansion. Le port représente quelque chose dans ce pays. Nous souhaitons son extension, nous lui souhaitons tous les moyens dont il a besoin, n'est-ce pas? Et nous remercions le port parce que le port a toujours parlé d'une intégration de la vie urbaine dans ses activités. Donc je crois que la ville industrialo-portuaire dont rêve aussi le port fait partie de nous. J'ai dit au port aussi, merci d'avoir reculé, parce qu'ils ont reculé une fois, deux fois. Et ils ont promis qu'ils sont en train de... Ça, j'ai failli oublier. Le DG l'a dit, son adjoint l'a dit, un directeur l'a dit, c'était public. Ils sont en train de prendre des mesures pour sortir les zones abandonnées du domaine portuaire. Ils l'ont dit. Donc, ce sont quand même des déclarations institutionnelles. Ils l'ont dit. Donc, nous pouvons que souhaiter bon vent au port. Et je sais qu'ils ont un projet d'extension du côté de Manoka, en eau profonde. Donc, nous souhaitons que le port ait les moyens nécessaires pour accélérer, n'est-ce pas, cette délocalisation du port. Et maintenant, concernant l'autorité de la ville, nous disons, ben, écoutez, monsieur le maire, ben, nous vous attendons à Youpé. Venez nous aider à aménager, saisissez cette opportunité-là pour implémenter la notion de ZAC, parce que la loi existe, mais il n'y a jamais eu un pôle, il n'y a jamais eu un projet pilote. Voici un projet pilote pour montrer que la décentralisation peut fonctionner en commençant par Youpé. D'ailleurs, le premier plan d'urgence, le premier financement, plan d'urgence, c'est à Youpé, comme par hasard. Il a financé quoi? D'accord. Le premier plan, le premier financement, on dit on va financer, il faut un projet. Le projet du Youpé était prêt, M. Ntonnet était là. Le premier financement du plan d'urgence, c'est la voirie de Youpé. Vous voyez, vraiment, c'est un partenariat positif. Maintenant, pour les populations, je rassure les populations, faisons confiance à l'État. Nous, à Youpé, tous les samedis, on prie ensemble. Il y a quelque chose qui s'est passé à Youpé, c'est que les murs, les barrières sont tombés entre les religions. Depuis cette affaire... Sont tombés entre les religions. À Youpé, tous les samedis, les gens prient ensemble, dans l'esplanade de l'Église catholique. Alors, nous faisons des cultes ensemble, nous prions pour la paix, nous prions pour les autorités, et nous prions pour les populations qu'elles soient rassurées, que leur cœur ne soit pas troublé. Donc, cette histoire a donné un côté un peu spirituel à Youpé. Nous voulons que ça reste. Je dis aux populations Youpé, ce que vous avez commencé avec Dieu, continuez avec Dieu. Vous voyez un peu. Donc, finalement... Ce sont des cultes œcuméniques. Oui, appelez ça œcuménique. Je veux dire toutes confessions religieuses. Voilà, c'est ça. On est tombé d'accord sur la façon de diriger ça ensemble. On fait, les populations sont là. Vous voyez, c'est vraiment un exemple de cohabitation dans une communauté. Parfois, on dit que toute chose peut concourir au bien. Peut-être qu'à la fin, ce problème aura concouru au bien matériel,
spirituelle même de Youpé. Donc, vraiment, je suis serein, vous comprenez. Évidemment, je vous remercie aussi, vous, parce que vous avez permis que, par ma voix, les populations expriment un peu leurs sentiments, n'est-ce pas? Nous vous disons merci, vous nous avez souvent soutenus. Et puis, nous sommes dans bonne continuation aussi. Et l'exercice de notre devoir. Merci beaucoup. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas forcément. Merci. Et puis certainement vous faire entendre davantage. Évidemment, loin de toute polémique, loin de toute confrontation. Merci. L'enjeu pour nous, c'est d'éclairer évidemment la lanterne de nos téléspectateurs, d'interpeller si besoin les pouvoirs publics afin de trouver les solutions aux problèmes sociaux qui se posent et d'autres problèmes également. Ben, je vous dis également merci d'avoir trouvé du temps pour venir à cette émission, pour cet exercice-là. Madame, Monsieur, j'espère que vous avez certainement mieux compris les enjeux de cette problématique. La zone de Youpé ici à Douala, une zone, j'ai failli dire futuriste, dans son développement. Tous les regards y sont désormais tournés, que ce soit la ville, la communauté urbaine de Douala, l'autorité portuaire qui est également un enjeu important à travers sa sécurisation, son développement et effectivement le développement du Cameroun, mais de l'Afrique centrale et de l'Afrique. C'est un enjeu dont il faut également tenir compte dans cette problématique. Et bien sûr, ces populations qui souhaitent être dans un cadre viable, agréable et développé pour son épanouissement. Merci, bonsoir et à dimanche prochain.